Eh ben, bonjour. Alors, quand on m'a dit, tiens, tu pourrais parler d'amour autour de ce projet, je voulais déjà préciser, en fait, moi je vais parler d'une partie de l'amour, une des séquences de l'amour, c'est-à-dire tout ce qu'il y a avant la grande histoire d'amour, c'est vraiment les rencontres. Et comment j'en suis venu à raconter ces rencontres? En fait, donc je suis écrivain, et quand je publie un livre, j'ai un moment de déprime absolue. Ma femme qui est là dit qu'elle vit avec un homme enceinte en permanence. Il y a la conception du roman, je suis très joyeux. Il y a toute la gestation, c'est un peu difficile, j'ai des envies bizarres, mais enfin j'écris. Puis il y a l'accouchement, et puis après ça, le baby blues. Et une fois que mon livre est sorti, je me dis que je suis nul, que je serais incapable d'écrire un autre roman, je n'ai plus aucune imagination, c'est terminé. Il faudrait que soit je me suicide, soit je m'enferme dans une grotte. Enfin c'est fini, c'est terminé. Mais un peu comme tous les pianistes qui continuent à faire leur gamme, je continue à écrire. Mais j'écris en me disant, de toute façon, c'est nul, ça ne servira à rien, puisque je suis incapable d'écrire un autre roman. J'ai comme ça dans mes tiroirs, je sais pas, 10 ou 15 débuts de romans qui n'ont servi à rien. Et ce jour-là, je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire une nouvelle. Un garçon rencontre une fille, et je m'arrête au moment où ses lèvres se posent sur ses lèvres. Quel garçon, quelle fille, je m'en fous. Comment ils se rencontrent, je m'en fous. De toute façon, ça servira à rien parce que je suis nul. Je suis dans ma période de dépression. Et je commence à écrire. Et en fait, au moment où le personnage masculin qui s'appelle Camille embrasse Merveille, qui est la jeune femme, je me rends compte que j'ai écrit 80 pages. 80 pages pour une nouvelle, c'est un peu long. Et pour un roman, c'est un peu court. Mais je me dis, mais tiens, je l'ai mon roman. Il suffit que je poursuive l'histoire. Donc j'ai poursuivi l'histoire jusqu'à la fin. Et le roman sort le 18 août. Je ne suis donc pas encore tout à fait dans la période de dépression, mais ça arrive. Et en discutant avec Miguel Mata, qui est là, qui est photographe, on se demandait comment on pourrait essayer de faire une sorte d'événement autour de la sortie de ce livre. Et on a pensé aux rencontres. Parce que je me suis dit, en fait, ce roman, il est né d'une rencontre fictive, entre Camille et Merveille, qui au départ ne doit rien donner, et qui finalement arrive à une histoire, et une histoire d'amour, etc. Donc on a appelé 20 personnes, enfin on a envoyé plus que 20 mails, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu, ou qui n'ont pas osé, et on leur a dit, voilà, vous allez nous raconter une histoire d'une rencontre, du premier regard au premier baiser. Voilà. C'est tout. Après, vous pouvez nous raconter après le premier baiser, mais nous, on n'en parlera pas. Moi, je vais écrire les histoires entre 25 et 40 lignes, c'est-à-dire moins d'un feuillet. Et Miguel fait un portrait. Et après, on va afficher tout ça. Vous avez les rencontres qui sont là et les portraits. Mais les rencontres, moi, je les écris souvent à la première personne du singulier. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de mettre les prénoms. Quand vous racontez que vous avez rencontré une fille superbe ou un garçon superbe, vous ne dites pas « Ah, hier j'ai rencontré Bernard Campoin ». Vous dites « Hier j'ai rencontré un mec fabuleux, et puis voilà, on a fait ça ». Et c'est seulement à la fin qu'on vous dit « Mais il s'appelle comment ?» Donc, il n'y a pas besoin de mettre les prénoms. Et puis on a changé tous les lieux qui pouvaient permettre de savoir qui nous avait raconté. Et donc on aura les histoires et les portraits. Et donc chacun se promènera là-dedans, et si vous vous arrêtez sur un portrait, vous dites, tiens, il me plaît bien ce mec. Quelle histoire il a vécue? Vous ne le saurez jamais. Et si une histoire vous touche en vous disant, mais elle est merveilleuse cette histoire, qui l'a vécue? Quel visage a vécu cette histoire? Vous ne le saurez jamais. Et le jour du lancement du livre, on va faire une soirée où on va mettre tous ces portraits, toutes ces rencontres, et au milieu de tous ces portraits, il y aura la couverture de mon livre et la rencontre de Camille et Merveille, racontée en 25 lignes, sans les prénoms. Donc si vous êtes intéressé par le livre, vous direz, bon, il nous raconte une rencontre, mais laquelle des 20 qui sont là? Ben, vous ne le saurez jamais, sauf si vous achetez le livre, bien évidemment. Et au début, moi j'y allais en me disant, bon, on va nous raconter des belles histoires. Mais je n'imaginais pas à quel point nous allions entendre des histoires extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Et le plus curieux, et Miguel qui est là peut le confirmer, tous les gens qui nous ont raconté leur histoire commencent par dire « Je te raconte mon histoire, mais elle n'a aucun intérêt ». Et puis ils nous racontent l'histoire, et je dis « Mais ils
s'en fout, quoi. Une autre chose que j'ai apprise pendant cette période, et sur moi-même et sur les autres. D'abord sur moi-même, c'est que je suis fondamentalement, viscéralement, un écrivain. Je n'ai aucune pudeur sur les histoires, sur mes histoires. Parce qu'à la limite, je me mets en scène immédiatement dès que j'écris. Je me raconte, donc c'est pas vraiment moi. Mais je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient accepté de me parler faisaient en fait un immense effort pour me donner une part de leur intimité et de lever le voile sur leur pudeur. Donc je voulais vraiment remercier tous les gens qui avaient accepté de participer à ce projet, parce qu'ils ont véritablement donné quelque chose de très important. Et beaucoup m'ont dit, après l'entretien, j'étais épuisé. Parce que de se donner comme ça, de se révéler, et en plus, au départ, ils me disent, mais tu as besoin de combien de temps? On disait toujours, oh, une demi-heure, 3/4 d'heure, pas plus. Et en fait, on est toujours resté entre 2 heures et 2 heures et demie. Parce que les gens, une fois qu'ils sont lancés, ils racontent. Souvent, ils racontent ce qui s'est passé après. Donc moi, je sais ce qui s'est passé après. Je sais si dans les rencontres, les gens sont restés ensemble ou s'ils ne sont pas restés ensemble. Vous ne saurez pas. Voilà. Et puis, on va éditer un petit journal, voilà, qu'on distribuera à tous les gens qui seront venus voir l'exposition. Parce que pendant l'exposition, forcément, on n'aura pas le temps de lire les histoires. Donc les gens pourront repartir avec les histoires. Et puis, il y a également un projet avec la mairie de Paris, parce que je les ai appelés, en leur disant, mais ce serait bien de mettre ça sur le pont des Arts plutôt que les cadenas. Vous vous promèneriez dans un couloir d'amour. Vous avez des histoires, vous avez des portraits, que des gens qui ont une histoire d'amour. Je vais vous lire quelques histoires que j'ai apportées pour que vous voyez un peu le genre des histoires. Alors, c'est un des visages qui est là, qui a vécu cette histoire. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour. Lorsque je l'ai vue, au milieu de la foule d'amis que je retrouvais à la terrasse camouflée d'un restaurant du 16e, elle mesurait 1,58 m et moi 30 de plus. Je précise cela car j'appris quelques jours plus tard que nous avions, dans la même classe, fréquenté le même lycée en seconde et traîné sur la même patinoire où je faisais du hockey et elle des envolées artistiques. À cette époque, j'avais la même taille qu'elle, 1,58 m, et je ne l'avais pas vue. Mais ce soir-là, dans le rose et le fauve du ciel de juillet, dans l'ombre de miel d'un milieu de soirée, les 158 cm de sa silhouette éclipsaient à mes yeux toutes les corolles d'Europe et de jubes qui l'entouraient. Juillet pour un étudiant est un infini, grouillant de joie et de nombre dans ses premiers jours, paisible et intime au fur et à mesure des départs vers d'autres soleils, limpide et secret dans la traîne des derniers jours. Et chaque fois lors de nos rencontres, les bouquets d'amis s'étiolaient, nous laissant 20, 10, 5, puis seuls, elle et moi, côte à côte dans ma petite voiture, face à face devant le pas de sa porte, elle si petite, merveilleuse, fragile, et pourtant si importante à mes yeux, moi si grand que d'un regard je pouvais l'envelopper, et pourtant si petit devant son regard, et nous, pressés par l'urgence du bout du mois de juillet, ultime survivant de l'infini, sur le pas de la porte de nos vacances, j'ai fait un pas, elle a ouvert les bras, et nous nous sommes embrassés. Je me suis inscrite sur Attractive World à 163 € pour 3 mois pour aider une amie célibataire et timide à se trouver un homme. Puis, je ne me suis plus jamais connecté. Mais une ligne en rouge sur mon agenda, me désinscrire le jour de la tacite reconduction du contrat d'Attractive World. Le jour dit devant mon écran, je feuillette les photos stockées dans mon panier. Et l'une d'elles, un homme presque sel, mince et peu rasé, un homme dont le visage m'envahit d'un immense sentiment de familiarité. Un homme que je dois joindre avant de me désinscrire. Mais que lui écrire sur le chat en ligne? Mes doigts tapent un message. Connaissez-vous Beaugency? C'est venu sans réfléchir, du plus profond de mon enfance et de mes souvenirs de longues vacances. Beaugency? J'y ai joué tous les tournois de tennis. J'y ai même été prof pendant 2 étés. Oh, mon père est le président d'honneur du club. Pendant 2 heures, nous avons échangé devant nos écrans, surpris de nos souvenirs communs et d'être pourtant des inconnus. Et sans m'en rendre compte, je lui propose un dîner le lendemain soir. Il accepte
et je lui fixe rendez-vous à la maison. J'ai acheté une demi-bouteille de vin, je suis belle, bien habillée. La demi-bouteille, on ne me l'avait jamais faite. Et c'est que je ne bois pas, et puis nous devons aller dîner dehors. Mais nous ne dînerons pas. Nous allons parler, 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 sans interruption, sans un baiser, sans une caresse, jusqu'à 7 heures du matin, heure à laquelle il se lève, passe la porte et disparaît. Malgré un mail, des SMS, des messages, pas un mot, pas un retour, juste le silence et son souvenir qui chevauche ceux de mon enfance. L'absence après une nuit qui explosait comme un coup de foudre, le désert après une nuit de soleil. Le cœur et la tête en vrac, sans rien comprendre. Pourquoi? Qu'ai-je dit, fait, pas fait? Qu'aurais-je dû? Une atroce incompréhension. Puis 3 mois plus tard, juste avant la tacite reconduction, un SMS. Je t'appelle dans 2 jours. Puis dans la foulée, le téléphone qui sonne. Ça fait déjà 2 jours? Je sais, c'est idiot, j'arrive. Je devais finir une histoire et ne pas t'y mêler. Je ne voulais pas te rencontrer avant d'en avoir fini. Rien ne devait te polluer. Oui, j'arrive. Une demi-heure plus tard, il sonne. J'ouvre la porte fermée sur son dos depuis 3 mois et il est là. Il me prend dans ses bras et il m'embrasse. Je précise que toutes ces histoires sont authentiques. Je n'invente pas un mot. Je ne fais que rapporter ce qu'on m'a dit. Pour avoir autant la tête dans les étoiles, il faut avoir beaucoup pleuré. Dans l'obscurité bleutée de la soirée, je n'avais pas remarqué ce grand garçon sous le cyprès avant qu'il ne me lance cette phrase étonnante. Cela fait 2 heures que je fais mon cinéma dans ce jardin du sud de la France, 2 heures à forcer mon humour et mes histoires pour capter l'attention et les rires et ne pas fondre en larmes dans le silence. Je me souviens d'avoir, en le regardant, pensé « C'est étrange de trouver l'amour si près ». À l'époque, tout était brisé autour de moi et j'avais accepté de rejoindre des amis dans le sud-ouest pour ne pas rester seul à Paris en été. À la fin de la soirée, alors qu'il ne m'avait pas adressé d'autres mots que cette phrase si vraie, il m'a proposé de prendre un café avec lui le lendemain matin. J'ai accepté, en oubliant que je n'avais ni voiture, ni permis de conduire, et que la maison où je vivais était perdue au milieu de la campagne. Le lendemain, mes amis ont eu un orage au petit déjeuner, et c'est avec eux, furieux et déchiré, que je suis arrivé sur la plage du village où ils m'attendaient. Il a souri en me voyant, un sourire étonné parce que je n'étais pas seul. Partout où je passais, les choses se brisaient. Alors je suis parti acheter des cigarettes, ai-je dit, et suis revenu avec un petit gecko en plastique que je lui ai offert. C'est le seul animal qui peut perdre sa queue et qui vient de la préhistoire. C'est tout ce que j'ai trouvé à lui dire. Il a souri encore une fois, et je me suis senti inutile, perdu, pas à ma place, idiote. 3 heures plus tard, dans le train qui me ramenait à Paris, j'ai reçu un SMS. Une photo de mon gecko allongé sur le dos avec ces mots « Le lézard brûle au soleil et pense à vous ». Tout n'était peut-être pas brisé après tout. Il m'a demandé à me voir quelques jours plus tard. Nous avions rendez-vous devant un grand magasin. Au milieu de la foule et des passants massés sur les trottoirs des vitrines, chahuté par les épaules des hommes pressés, bousculé par les hanches des femmes en retard. Je l'ai vu, immobile au milieu du torrent, seul et solide dans ces débris qui couraient en torrent sans fin autour de moi. J'ai remonté le courant, agrippé ses épaules, je l'ai embrassé et il ne s'est pas brisé. Une dernière. Je rentrais dans des caves, des boîtes de nuit et des bars assombris de bouteilles alignées. À l'aurore à peine éclose, je rampais sur mon canapé, englué, épuisé, avec comme seul oreiller de la brume en copeaux solides entre mes cheveux et mon cerveau. Puis le trou noir et le réveil du téléphone et une nouvelle invitation qui tombait dans mon oreille avide et je repartais à l'alcool, à la cigarette, au pétard. Ce soir-là, pour me donner le courage d'aller à l'anniversaire d'un que je n'aimais pas et qui ne m'aimait pas, je suis allé dîner avec une amie, boire et trouver l'énergie de m'y traîner. Malgré l'antipathie, pour ne pas arriver les mains vides, j'ai acheté une bouteille de saké pour ce connard qui ne pouvait pas me saquer. Je riais encore méchamment de mon mauvais esprit en bas des 30 marches de la cave où se trouvaient tous les autres qui, comme moi, buvaient pour parler, parlaient pour avoir soif et péroraient sur l'alcool pour avoir quelque chose à dire. Je m'accrochais au mur, au bar, aux épaules des filles de passage et je parlais haut et fort
pour couvrir le vacarme de la musique, pour dépasser l'engourdissement de ma bouche et briller malgré tout au milieu des éclairs stroboscopiques. Comment est-elle arrivée à mes côtés? Je n'en sais rien. Comment en sommes-nous venus à nous engueuler à cause de Poutine? Je n'en sais rien. Comment ai-je fait pour me retrouver avec son numéro de téléphone? Je n'en sais rien. Mais le lendemain, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je partais oublier Poutine dans le Luberon. Elle m'a répondu qu'elle y était, et je lui ai dit que j'arrivais et que je l'invitais à venir là où je n'avais jamais invité personne. Elle m'a rejoint sans poser de questions. Par la main, je l'ai aidée à monter les collines, à franchir les embûches, à contourner les éboulis de pierre qui mordent les chevilles, à gravir les roches effondrées sur le chemin de rocaille. Je la traînais et elle me poussait. À quatre pattes, nous escaladions, à quatre pattes, nous nous arrachions à la terre pour gagner le ciel et le soleil. Et nous sommes arrivés au promontoire de mon enfance. Avec une scie, j'ai fait tomber le haut d'un sapin qui obstruait la vue de mon passé. Et la vie s'est ouverte devant nous, à 360 degrés sur la vallée, et le plateau infini qui s'enfuyait dans le bleu et le soleil de l'horizon, ouvert à nous aveugler, ouvert à nous effrayer, ouvert à nous libérer, et je l'ai embrassé. Donc voilà, à chaque fois, ce sont des histoires que j'ai trouvées absolument extraordinaires. Et au milieu de toutes ces histoires, j'ai envoyé un courriel à un copain, type que je connais depuis 35 ans peut-être. Et je savais qu'il allait me répondre oui. C'était même pas une question. Je savais qu'il allait me dire oui. Mais c'est un type qui a eu une histoire un peu compliquée. Il a été martyrisé, torturé quand il était petit par ses parents, au point qu'il a dû quitter sa famille, sa région, pour survivre. Et moi, je l'ai rencontré à cette époque-là. Et à 25 ans, il a découvert qu'il était homosexuel. Il a eu beaucoup de mal à l'admettre et à le faire admettre aux autres. Et voilà, c'est un type assez étrange, assez secret, parce que tout ça, moi, je l'ai appris vraiment au fur et à mesure. Mais j'étais sûr qu'il allait me dire oui. Et effectivement, il m'appelle, il me dit « Mais aucun problème, Ludo, quand est-ce que tu veux qu'on se rencontre ?» Lui, il a le droit de m'appeler Ludo, parce que personne d'autre n'a le droit de m'appeler Ludo, j'ai horreur de ça. Et donc je dis « Voyons-nous jeudi. » Et j'y pense plus. J'attends le jeudi. Et le mardi, il m'appelle et il me dit « Voilà, j'ai bien réfléchi et je ne peux pas répondre à ta demande. » J'étais un peu surpris, mais en même temps, comme j'avais découvert l'intimité que chacun me dévoilait, que chacun me donnait, je lui ai répondu, je lui ai dit « Oui, je comprends ta pudeur, je comprends. » Il me dit « Non, non, tu ne m'as pas écouté. Je t'ai pas dit que je ne pouvais pas. Enfin, que je ne voulais pas. Je t'ai dit que je ne pouvais pas. » Comment ça, tu peux pas? Il me dit « J'ai bien réfléchi. Et jamais je n'ai embrassé quelqu'un qui avait fait battre mon cœur. Cet homme a mon âge, et il n'a jamais embrassé quelqu'un qui lui avait fait battre son cœur. Et il faut un courage admirable pour oser l'avouer. Et j'ai décidé de mettre cette histoire au milieu des autres histoires. Pas pour tirer des larmes, mais juste pour faire comprendre, pour me faire comprendre, pour nous faire comprendre que rencontrer un garçon, rencontrer une fille, ça paraît naturel. On a tous eu comme ça des histoires d'amour. Eh bien, non, tout le monde n'a pas eu une histoire d'amour comme ça. Il y a des gens qui ne l'ont jamais vécu, jamais rencontré. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça en lui demandant cette histoire. Donc voilà. Vous connaissez mon projet sur l'amour, donc qui est sur le début de l'amour, puisqu'on est du premier regard au premier baiser. Après, l'histoire qui court, elle est à chacun de l'inventer. Tout le monde peut inventer son histoire. Et vous avez vu, je vous en ai lu 4 là. Je vous dis, on en a 20 aujourd'hui. On en aura peut-être plus. On va peut-être pouvoir continuer plus loin de ce projet. Quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la variété, la diversité des histoires, de ce qu'on a pu entendre. Parce que voilà, c'est un garçon croise une fille, ou une fille croise un garçon, ou un garçon croise un garçon, ou une fille... Ils se voient, ils se plaisent, et puis ils essaient de se revoir, et puis ils arrivent à se voir, et puis ils s'embrassent. Standard. Mais là, on a 20 histoires complètement différentes, qui sortent de tout et de nulle part.
Donc voilà mon projet. Vous avez vu les portraits qui ont été réalisés par Miguel. Et j'espère qu'on vous verra au milieu du mois de septembre, ici au NUMA, où on va afficher tout ça, et, avec le journal. Et j'espère qu'en masse, vous achèterez mon livre qui deviendra comme ça un succès absolument merveilleux. Voilà, je vous remercie beaucoup.